Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le président Félix Tshisekedi a inauguré la 9e édition du Forum Expo Béton RDC. C'est jeudi 17 avril 2025 à Lubumbashi dans les Haut-Katanga, axé sur les développements urbains et les opportunités d'affaires dans le corridor sud de la RDC. Dans son discours, le chef de l'État a mis en avant le projet du corridor des Lobito, soulignant son potentiel pour renforcer l'intégration régionale et stimuler la transformation économique grâce aux ressources minières et agricoles. Pendant ces temps à Kinshasa, la première édition de la conférence Congo Business Expo s'est tenue à la Maison de l'Entrepreneuriat. Cet événement dédié à la promotion des produits locaux pour dynamiser l'économie congolaise a rassemblé des entrepreneurs. Et voilà tout pour les sommaires. À tous et à toutes, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo, Ecofin Télévision. Et comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce jeudi 17 avril 2025 à Lubumbashi dans les Haut-Katanga au lancement de la 9e édition du Forum Expo Béton RDC. Cette édition, qui se clôturera le 19 avril prochain, se veut un salon de développement de villes sous les thèmes « Les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires ». Dans son speech, le chef de l'État a détaillé le contour du projet sur les corridors des Lobito, qui le définit comme une opportunité unique du renforcement de l'intégration régionale et des échanges commerciaux, mais surtout de la stimulation de la transformation économique par la valorisation des ressources minières et agricoles. Écoutez le chef de l'État dans cet extrait sélectionné par Fulgence Milaï. Ce projet, fruit d'une coopération exemplaire entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, avec le soutien de partenaires internationaux, ambitionne de construire 1739 km de voies ferrées, dont 427 km sur notre territoire, interconnectés à un réseau routier régional. Lors du sommet sur le corridor de Lobito, en présence des chefs d'État de nos 3 pays et de l'ancien président des États-Unis, j'ai rappelé que ce projet dépasse la simple logistique. Il s'agit d'une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale en fluidifiant les échanges commerciaux, pour stimuler la transformation économique en valorisant nos ressources minières et agricoles, et pour améliorer les conditions de vie en développant des infrastructures modernes et des services de proximité. Le corridor de Lobito est une promesse d'avenir pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et notre jeunesse qui y trouveront des opportunités d'innovation et de croissance. Pour concrétiser ces ambitions, le partenariat public-privé, le PPP, est un levier stratégique. L'État congolais a mis en place des cadres favorables pour encourager l'investissement privé, national et international, dans la construction et la modernisation des infrastructures. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a procédé le mercredi 16 avril au lancement des travaux de construction de 80 sous-commissariats de police dans la zone ouest de Kinshasa, lors d'une cérémonie organisée dans le quartier CPA Mouchi à Mongafula. Betty Tanfumo.
S'inscrivant dans le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement Sécurité publique et réforme de la police nationale congolaise et soutenu par la future loi de programmation policière, ces projets de 3 mois visent à doter les forces de l'ordre d'infrastructures modernes, a dit le VPM de l'Intérieur. Je cite, « À l'entame de ma prise de fonction, je me suis engagé à améliorer les conditions de travail de notre police nationale. » En précisant que dans 3 mois, l'entrepreneur livrera 80 postes de police conformes aux standards exigés. Ces nouvelles installations viennent compléter le 160 sous-commissariats déjà programmés pour les zones centre et est de la capitale, portant à 240 le total en chantier. Chaque bâtiment comprendra un bureau pour le commandant, un autre pour l'officier de police judiciaire OPJ et un espace de détention temporaire avec cellules séparées pour hommes et femmes. Veillant au respect du calendrier, le vice-premier ministre a mis en garde contre tout retard et a annoncé l'extension du plan dans plusieurs provinces, dont le Haut-Katanga, où les travaux sont déjà engagés. En plaçant l'efficience et la discipline au cœur de la réforme, la République démocratique du Congo franchit ainsi une étape décisive vers une police nationale plus efficace et durable. Sachez également que lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies, le mercredi 16 avril, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a salué les sanctions ciblées déjà imposées contre le Rwanda et le M23 tout en appelant le Conseil de faire respecter ses propres décisions, notamment la résolution 2773, ouvertement violée par le Rwanda. La patronne de la diplomatie congolaise a souligné l'efficacité des sanctions et de la pression diplomatique pour modifier les rapports de force et réduire le soutien extérieur aux groupes armés qui sèment la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jonathan Makila. Certains acteurs se sont déjà mobilisés en imposant des sanctions ciblées contre le Rwanda et le M23. Cela mérite d'être salué. Une décision du Conseil ne peut rester sans suite, en particulier lorsqu'elle est ouvertement violée par un État qui contribue pourtant aux opérations de maintien de la paix. Fort de ces mesures, le Conseil doit désormais faire respecter sa propre décision. L'expérience le montre. Les sanctions ciblées et la pression politique fonctionnent. Elles modifient les rapports de force, réduisent les soutiens extérieurs et favorisent les ajustements de posture. Il est temps de les intégrer dans une réponse multilatérale structurée. Et demander des comptes ne devrait pas valoir une menace. Personne ne devrait être envoyé en enfer pour avoir défendu la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo recommande ainsi de constater formellement le non-respect de la résolution 2773 par le Rwanda, de mettre en place un mécanisme de suivi assorti de mesures coercitives progressives, de sanctionner la chaîne de commandement des RDF et des décideurs politiques responsables, de révoquer le statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes, d'imposer un embargo sur les minerais rwandais issus de l'exploitation illégale en RDC et d'instaurer un régime de notification obligatoire sur les transferts d'armes à destination du Rwanda. Ces mesures sont fondées dans les faits, le droit et le mandat même du Conseil de sécurité. Sans ce fait palpable, il est fort évident que le Rwanda et le M23 puissent entraîner la perte totale de l'autorité de ce Conseil, non seulement aux yeux des populations congolaises meurtries depuis 3 décennies, mais aussi aux yeux de toutes les nations du monde qui croient encore à la mission universelle de ce Conseil. Conscient des défis auxquels la RDC fait face et dans la perspective de mettre en place, de permettre plutôt les échanges commerciaux transfrontaliers, le gouvernement central entend relancer les différents corridors et accélérer la construction du port en eau profonde de Banana. C'est ce qu'a souligné le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors de la clôture de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, c'est 16 avril 2025 à Kinshasa. Au cours de cette session, le ministre Julien Paluku a appelé les parties prenantes à l'unité en vue d'exploiter les potentialités de chaque pays et de faire face aux pressions extérieures telles que l'augmentation unilatérale des droits des douanes par les États-Unis d'Amérique. Suivez. Donc, nous ne sommes qu'à la 3e année de la ratification de l'accord. Ce qui est important de retenir, c'est que la RDC se prépare déjà
Et c'est la raison pour laquelle, connaissant les défis liés aux infrastructures, lorsque la RDC a renégocié les contrats chinois et a gagné 7 milliards de dollars sur les 15 ans, elle a destiné la RDC essentiellement ses moyens aux infrastructures. Parce que la RDC sait que c'est parmi les défis. Et on a déjà listé les corridors qui ouvrent la RDC sur l'espace africain. Il y a les corridors qui partiraient de Kisangani, vous allez jusqu'à Kasese et à Muganda, et vous débouchez sur Mombasa, nous sommes à l'océan Atlantique. Il y a les ports en eau profonde de Banana, dont le lancement a été fait par le président de la République. Il y a les corridors de Lobito, et il y a au-delà de cela des corridors internes. Tout cela, c'est dans la perspective de devoir couvrir la République démocratique du Congo et de lui permettre effectivement de commercer avec tous les pays du monde. Désormais, avec l'ouverture des frontières, sur les 15 ans qui nous attendent, nous saurons ce qu'il y a au Ghana, le Ghana saura ce qu'il y a au Congo, et avec cette union, nous allons commencer à avoir des positions communes. Face par exemple à cette menace de hausse de douane par les Américains, dans le Conseil des ministres, nous avons évité de prendre des positions individuelles. Chaque pays ne va plus prendre une position pour dire non, face à la hausse des prix des frais de douane des États-Unis, voici ma position. Nous allons prendre une position commune comme Afrique. Et donc, si nous consolidons les CAF, eh bien, l'Europe pourrait dire un jour, j'ai fait ceci, vous aussi, l'Afrique, nous réalisons, nous disons, voici les mesures de réciprocité. Vous l'avez certainement suivi au sommaire de cette édition du journal, mettre un accent particulier sur la promotion et la valorisation des produits locaux en vue de doper l'économie congolaise pendant et après la crise. Tel a été l'objet de la première édition de la conférence organisée ce jeudi 17 avril par Congo Business Expo, une plateforme d'expression des entrepreneurs congolais. Cette activité qui s'est déroulée à la Maison de l'Entrepreneuriat a connu la participation du ministre de l'Industrie, Luvatum Kabamba, Igor Buaka et Djumanana y étaient également. La Maison de l'Entrepreneuriat, c'est le cadre qui a abrité cette première édition de la conférence organisée par Congo Business Expo. Ces assises ont placé sur la table des échanges la problématique de la promotion et de la valorisation de la production locale. Un défi de taille est reconnu par le ministre de l'Industrie, Luvatum Kabamba, pour qui, malgré les facilités accordées aux entrepreneurs pour réduire les charges fiscales, le gouvernement garde une lourde responsabilité. Nous avons encore du travail à faire. Et je crois que le diagnostic qui a été posé par l'honorable est correct. Et également par le discours que j'ai entendu, il faut compter sur les corps. Pour permettre à tous les entrepreneurs de pouvoir devenir des champions. Nous venons de signer un certain nombre de décrets, certes, pour l'entrepreneuriat, pour l'artisanat, pour les start-up, pour donner une facilité de financement, des facilités douanières, parafiscales et fiscales et autres, et bien la capacité d'accompagnement, mais cela n'est pas assez. Bien avant le mot du ministre, le directeur général intérimaire de l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais a précisé la mission de la structure sous sa tutelle, celle d'accompagner les initiatives dans le secteur de l'entrepreneuriat. Je rappelle que l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais a une mission. C'est une mission d'accompagner tout porteur de projet. Le membre du comité organisateur de cette activité était revenu sur les missions et enjeux de la conférence. Ici, la production locale a été présentée comme une source génératrice des revenus. Produire local, ce n'est pas seulement renforcer l'économie. C'est créer des emplois, c'est créer de la richesse, c'est restaurer la dignité des familles, c'est donner de l'espoir à notre jeunesse. Les acteurs du secteur public et privé ont au cours des panels épinglé leurs efforts dans l'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial. Clôturée par la visite des stands, cette activité, d'après les organisateurs, devrait s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Un appel à plus d'accompagnement du gouvernement congolais a été lancé par les entrepreneurs locaux présents à ces assises.
lesquels n'ont pas manqué au passage de dérouler le principal difficulté auxquelles ils font face, entre autres, une fiscalité trop contraignante. On les écoute au micro de Igor Biwaka et Joe Manana. Nous ne pouvons pas parler de la transformation ou de l'industrialisation sans pour autant voir la matière première. Alors que la matière première, telle que nous les agriculteurs, il faudrait au moins tenir compte de la voie des dessertes agricoles. Toutes ces voies ou ces chemins sont négligés, alors ça ne permet pas que nous puissions avoir de matière première comme il se doit. La deuxième recommandation que j'ai faite, c'est que la fiscalité de la RDC ne permet pas l'évolution ou le développement de jeunes entrepreneurs. J'ai parlé également de la maison de l'entrepreneuriat où nous sommes. C'est la maison de l'entrepreneuriat, ce n'est pas la maison d'un club d'amis. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui ont des idées ou qui travaillent dans l'informel mais qui n'ont pas de siège. Alors ils pouvaient profiter de domicilier leur entreprise au sein de la maison de l'entrepreneuriat pour développer leur PME. C'était aussi l'occasion pour nous au travers de ces panels où nous avons devant nous le ministre de l'Industrie et Développement de PME qui a en son sein bon nombre de structures étatiques qui sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. C'était l'occasion pour nous effectivement de présenter l'approche des handipreneurs, qui n'est que la combinaison de ce mot handicap et entrepreneur. Des personnes qui ont pris l'engagement de pouvoir entreprendre malgré les obstacles. Je dis obstacles parce que nous vivons dans une société qui a quand même stigmatisé cette catégorie des personnes. Et déjà, c'est un frein par rapport à l'éducation. Bon nombre de personnes dans nos familles qui avons des PVH n'assurent pas cette éducation inclusive. Et ce qui est déjà un frein pour eux dans l'entrepreneuriat, n'ayant pas les bases d'une éducation qui leur permet de pouvoir évoluer dans cet écosystème. Notre pas c'est question de rappeler un peu ces côtés-là de l'entrepreneuriat culturel, déjà abandonné depuis longtemps. Et on a eu des questions directes avec les responsables et les décideurs. Ils ont seulement compris que c'est un domaine où nous pouvons développer la RDC parce que la culture c'est un levier pour le développement local. Et cela demande à ce que nous puissions recenser tous les artistes ou les entrepreneurs qui sont dans les secteurs culturels mais dans les différents domaines pour promouvoir justement la culture et ce qui va ensemble avec. Quittons Kinshasa, direction le Lualaba, où le mercredi 16 avril 2025, la gouverneure Fifi Masuka Saini a échangé avec le consul général de la République unie de la Tanzanie à Lubumbashi, Jacob Pius Sekwa. Occasion pour les diplomates tanzaniens de saluer la détermination de la chef de l'exécutif provincial à transformer positivement sa province sous l'impulsion du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Regardez. En visite dans la province du Lualaba, le consul général de la République unie de la Tanzanie, Jacob Pius Sekwa, a été reçu en audience par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Cette rencontre a été l'occasion pour le diplomate tanzanien de transmettre un message de coopération et de soutien de son pays envers la République démocratique du Congo à la représentante du chef de l'État au Lualaba. Après leurs échanges, Jacob Sekwa a exprimé sa satisfaction face à la transformation notable de la province du Lualaba depuis l'arrivée de Masuka à sa tête. Il a salué les efforts déployés pour le développement de cette région riche en ressources, notamment en cobalt. Tanzania iko tayari kuendelea kukuza ushirikiano na DRC na kukuza ushirikiano na jimbo la Lualaba. Tumekuja hapa, tutakutana pia na wafanyabiashara na wadau wengine wa hapa Lualaba ili tujue kwa namna gani au kwa jinsi gani tunaweza kushirikiana zaidi kukuza biashara kati ya Lualaba na Tanzania. Tumefurahi sana, gavana ametupokea vizuri na tumempongeza sana kwa kazi kubwa anayofanya ya kuleta maendeleo katika jimbo la Lualaba. Sisi wenyewe tumekuja Lualaba, tunaona Lualaba inavyobadilika, inavyozidi kuwa nzuri. Kila mahali kuna ujenzi wa barabara, kuna ujenzi wa majengo, jambo ambalo linatupa moyo, na sisi tunasema kwamba tunaenda kuitangaza pia Lualaba kwa Tanzania na Kolwezi, na tumemkaribisha gavana pia atembelee Tanzania aje kuona na pia akutane na viongozi wetu akiwemo rais wetu wa Tanzania. Kwa hiyo ni faraja kubwa sana, ni furaha kubwa sana kwetu kuwa hapa Kolwezi na kutembea Lualaba, na tutaendelea kushirikiana ili kuhakikisha kwamba urafiki wa Lualaba na DRC na Tanzania unakuwa mzuri zaidi.
Cette visite s'inscrit dans un cadre plus large de renforcement des liens entre la Tanzanie et la RDC, à une époque où la coopération régionale est essentielle pour relever les défis communs. Les discussions entre les diplomates Msekwa et la gouverneure Masuka ont également porté sur les opportunités d'investissement et le partage d'expertise dans divers domaines, soulignant ainsi la volonté des deux pays de travailler ensemble pour un avenir prospère. Restons toujours au Lualaba au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du vice-gouverneur de province Clément Mufungi. Au sein de la prison centrale de Dilala, 140 détenus justement ont bénéficié de la grâce présidentielle. Cette mesure collective de grâce rentre également dans le cadre du processus de désengorgement des prisons à travers tout le pays. Le ministre des Provinces de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Philippe, a salué l'engagement ferme de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui matérialise au quotidien la volonté politique du chef de l'État dans la province du Lualaba. Ils sont au total 140 détenus à être bénéficiaires de la grâce présidentielle, dont certains ont quitté ce mercredi 16 avril la prison centrale de Dilala et d'autres ont vu leur peine être allégée. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la dite prison et c'est là en présence du vice-gouverneur Mufungi Chinat Carlo, du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe, deux membres du conseil provincial de sécurité et des responsables de cette maison pénitentiaire, ainsi que les bourgmestres de deux communes de Kolwezi. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe a salué le leadership de l'autorité provinciale Masuka Saini Fifi qui exécute avec succès la vision du chef de l'État en province, bien avant d'exhorter les détenus bénéficiaires de cette grâce présidentielle à ne plus commettre les mêmes infractions pour lesquelles ils se sont retrouvés en prison. Détenus haut, libérés haut, nous président de la République. Il a plu quoi chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il parti aller aux grâces présidentielles du mutoke mkwe libre mwende kumanyumba yenu mkavake kumaokipasio ingine. Lakini mimi kama ministre wa interieur na sécurité nikula mipatia conseil ni moya. Ba mangala banasemaka prison ezaliwate. Donc prison ina lufu. Mko natoka hapa mwende mchikomporte sawa bantu bazima. Tunasikiliza? Comporter ça bantu bazima kwani justice ikwako, ma service de sécurité ikwako, ula tarudia tena na bujambazi na bunyangunyangu na viol na mambo kazalika mubaya, tuko pale jua kumirudisha sur les bons chemins. Tunasikiliza? Le vice-gouverneur a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'acte de pardon qu'il venait d'accorder à certains de ses détenus à travers une ordonnance portant mesures collectives de grâce. C'est aussi avec un profond honneur que je prends la parole au nom de son Excellence, Madame la gouverneure de province. Nous sommes réunis pour célébrer un acte fort de notre nation, un acte d'humanité, de pardon, initié par son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette ordonnance présidentielle marque une étape cruciale dans notre engagement commun en faveur de la justice, de la réconciliation, de la paix au sein de notre province du Lualaba et de toute la République démocratique du Congo. Cette grâce présidentielle accordée à certains détenus de la prison centrale de Dilala permet de désengorger cette maison carcérale. Retournons ici à Kinshasa pour vous dire que la commission d'enquête mise en place par l'Assemblée provinciale de Kinshasa en vue de faire la lumière sur les récentes inondations meurtrières dans la capitale a le mercredi dernier effectué sa première descente sur le terrain. Objectif, recueillir les données et évaluer le besoin dans différents quartiers, entre autres Ndanu et Dingi, les environs de la rivière Ndjili ainsi que l'église Shekina. Le détail avec Juvette Mbelou. La commission d'enquête récemment instituée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa a effectué sa première descente sur le terrain. Cette commission a pour objectif de constater
les réalités que vivent les habitants de certains quartiers, notamment Ndano, Dingi, les environs de la rivière Ndjili ainsi que les fidèles de l'église Shekina. Sur place, la commission a échangé avec la population de ces différents coins de la ville-province de Kinshasa, pris note des doléances et observé les conditions de vie parfois précaires auxquelles font face les citoyens. Visiblement soulagée par cette visite, la population a salué cette initiative qu'elle qualifie de salvatrice tout en exhortant les élus provinciaux à faire preuve de plus de pragmatisme dans le traitement des problèmes soulevés pour trouver des solutions concrètes et durables. Il faut signaler que cette commission a donc pour mission non seulement de dresser un état des lieux précis des dégâts, mais aussi de proposer des pistes et des solutions, notamment sur le plan de la gestion des infrastructures, de l'aménagement du territoire et de la sensibilisation des populations. Et puis, une délégation de l'Union nationale et les gouverneurs de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, a été reçu le mercredi 16 avril à Kinshasa par le ministre d'État en charge du développement rural, Moïndo Nzangi. Au cœur de la rencontre, la réhabilitation des routes de desserte agricole de la dite province, question notamment de renforcer l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Commentaire. Face à l'urgence du désenclavement du Haut-Ouélé, le ministre d'État en charge du développement rural Moïndo Nzangi a reçu mercredi les gouverneurs de la dite province, Jean Bakomito, accompagné des caucus des élus nationaux originaires de cette province. Au cœur des échanges, la réhabilitation des routes de desserte agricole de la province du Haut-Ouélé. Au cours des entretiens, les gouverneurs et les représentants du peuple ont plaidé pour une résolution rapide des questions liées à l'impraticabilité des routes dans les 6 territoires du Haut-Ouélé et des provinces voisines, insistant notamment sur les axes cruciaux Abakitambala, Ouatta-Sessenge, vers Lituri et Magbere-Wamba, ainsi que les ponts stratégiques de desserte agricole. C'est dans le but d'entraîner le désenclavement de la province et de certains territoires, mais aussi de faciliter l'évacuation des productions agricoles vers les différents centres de consommation. Le ministre a pour sa part promis de s'atteler rapidement sur cette question et de trouver des solutions adaptées. Et pour terminer, poursuite des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 reliant la ville de Kananga au Kasaï central à celle de Chikapa au Kasaï. En début de semaine, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a effectué une descente sur place afin de s'enquérir de l'avancement des travaux. Il a échangé avec les responsables du chantier et les populations locales, soulignant l'impact économique majeur de cette route qui constitue un axe stratégique pour les échanges commerciaux et les développements régionaux. Le détail en images et commentaires. C'est une route d'une importance économique majeure pour la région. Reliant les provinces du Kasaï central et du Kasaï, la route nationale numéro 1 est en phase de revêtir une nouvelle allure sur son tronçon Kananga-Chikapa. Déjà, l'axe Kananga-Miao devrait être achevé durant ces mois d'avril. En mai, la section conduisant à la mission Boulungu franchira la rivière Lulua où un nouveau pont sera érigé d'ici là, comme l'explique le directeur des travaux de l'entreprise égyptienne Arabe Contractor chargé de l'exécution du projet. On fait la couche de base, on va arriver jusqu'à le dépôt de notre pont, le Lua. On va fabriquer autre pont, c'est nouveau. Mais pour maintenant même, on a déjà créé autre déviation pour laisser la circulation passer facilement. Et notre équipe de couche de base va passer peut-être demain ou après-demain maximum, on va passer l'autre côté pour faire la même chose. De Kananga depuis 436 jusqu'à l'autre pont Miao. On a déjà terminé 22 km de la couche de base. Si l'autorité provinciale a réaffirmé son engagement à mener ces travaux à bien, la population locale s'est dit satisfaite de l'avancement du chantier. Cette route, une fois finalisée, contribuera significativement au désenclavement de la région et facilitera le transport de biens et de personnes dans cette partie du pays. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse dans une sélection de Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec Forum des As qui titre à sa 6e page « Gouvernance minière, jeu de Tsuminois prône, transparence et souveraineté ». Le journal écrit
C'est d'une voix grave et résolue que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a donné mardi les tons du dialogue national sur la gouvernance minière, convoqué dans un climat d'urgence sur fond de guerre persistante et des pillages systématiques des ressources dans l'est du pays. La chef du gouvernement n'a pas mâché ses mots, elle a souligné que l'heure est à la reconquête de la souveraineté, reconquête de la dignité nationale, reconquête de la vérité dans les circuits opaques de la richesse minière congolaise. Au cœur du discours inaugural, une volonté ferme de bâtir une gouvernance minière éthique, inclusive, profondément ancrée dans la responsabilité citoyenne, a martelé la première ministre, saluant avec gravité l'engagement des leaders de la société civile à initier ces sursauts collectifs. Les tableaux poursuivent alors que l'Est congolais continue de gémir sous le bruit de bottes et le coup de pioche clandestine. Le gouvernement suminois veut croire en une boussole morale. Transparence, traçabilité, responsabilisation, ces trois piliers portés comme un triptyque républicain doivent désormais encadrer l'activité minière, secteur aussi stratégique que perverti. Des réformes ont été enclenchées, affirme l'exécutif, renforcement de mécanismes de contrôle, assainissement de chaînes d'approvisionnement, mise à l'écart des opérateurs véreux, mais surtout un changement de paradigme. Terminons cette revue de presse avec le phare qui titre à sa une « Kinshasa, le gouvernement procédera à la démolition des constructions anarchiques ». Le confrère souligne, comme il l'avait promis, le président de la République a réuni le mardi 15 avril 2025 dans son cabinet de la Cité de l'Union africaine les membres de la cellule de crise mise en place au lendemain de pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 et causé de pertes en vies humaines et de dégâts matériels très importants. Les journaux l'indiquent, Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré à l'occasion son instruction faite au gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent afin de faire face à la situation dans l'avenir, de sorte à limiter le dégât lorsqu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Le confrère poursuit que la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec quelques membres de son équipe faisant partie de la cellule de crise, ainsi que les autorités urbaines de Kinshasa, en préparent à cette réunion présidée par le chef de l'État. À la même occasion, il a été établi un nouveau bilan de la catastrophe qui a endeuillé la capitale congolaise. Celui-ci est revu à la hausse et fait état de 75 personnes tuées et plus de 11 000 sinistrés qui sont hébergés dans 4 sites. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a fait le compte rendu de la réunion, a fait savoir que la cellule de crise s'était réunie la veille autour de la première ministre pour passer en revue la situation et établir les états de besoin appropriés en vue de faire face à la catastrophe d'une telle ampleur dans les futurs. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Et si vous nous avez pris diffusion en cours, voici donc le rappel de principaux titres de ces journaux. Le président Félix Tshisekedi a inauguré la 9e édition du Forum Expo Béton RDC. C'est jeudi 17 avril 2025 à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Axé sur les développements urbains et les opportunités d'affaires dans le corridor sud de la RDC. Dans son discours, le chef de l'État a mis en avant le projet du corridor des Lobito, soulignant son potentiel pour renforcer l'intégration régionale et stimuler la transformation économique grâce aux ressources minières et agricoles. Pendant ces temps à Kinshasa, la première édition de la conférence Congo Business Expo s'est tenue à la Maison de l'Entrepreneuriat. Cet événement dédié à la promotion des produits locaux pour dynamiser l'économie congolaise a rassemblé des entrepreneurs. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir suivi. Les programmes continuent sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.